Benjamin Lubzinski présente une lecture hypnotique et au dodo. Apprête-toi à vivre une expérience magique, à la croisée des chemins entre des textes magnifiques et l'hypnose qui leur donnera vie. Porté par le rêve, tu apprends à être serein et à bien dormir soir après soir. Avant de plonger dans ton monde intérieur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et si tu aimes cette expérience, pense à la liker, la partager et à laisser un commentaire. Maintenant, place à l'hypnose. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter par ces mêmes mots qui te feront entrer en transe de plus en plus profondément d'écoute en écoute. Bienvenue dans une nouvelle lecture hypnotique. Notre destination aujourd'hui, c'est Bilbo le Hobbit, que certains ont connu simplement avec le titre du Hobbit ou de Bilbon le Hobbit en fonction du moment où vous avez lu le roman. C'est le roman de toute la jeunesse, mais c'est un roman qui peut se lire et se relire à tout âge car il est d'une richesse, d'une beauté, le style est absolument remarquable et je vous invite à en refaire la lecture. Mais si ce n'est pas le cas, avec cette histoire hypnotique, vous allez pouvoir littéralement rentrer dans le monde de J.R.R. Tolkien. Je ne vais pas faire une hypnose en elfique, malheureusement je n'ai pas le talent pour ça, mais grâce à l'hypnose, les mots de Tolkien, son monde va se créer en vous et vous allez pouvoir vivre une aventure absolument merveilleuse qui va vous permettre, soit de vous détendre, de baisser votre stress, soit de vous endormir. Mais vous aurez le choix. Comme ça, vous pourrez le faire soit en journée, soit le soir pour vous endormir. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Empathie, dans lequel cette histoire hypnotique va être diffusée. N'oubliez pas de mettre des commentaires sur les applis de podcast ou sur YouTube si vous nous regardez avec la vidéo. Et sachez que tous les lundis, à 18h, une histoire hypnotique est enregistrée. Certaines ne seront que sur YouTube. Donc, je vous invite à me retrouver. C'est @benlub, Benjamin Lubzinski pour les intimes. C'est de l'hypnose et c'est surtout un excellent moyen de se détendre. Alors, pour cette version de Bilbo le Hobbit, j'ai la chance d'avoir le texte traduit par Daniel Lauzon, illustré par Alan Lee. Alan Lee, c'est un illustrateur absolument magnifique. On lui doit l'esthétique des films du Seigneur des Anneaux et de Bilbo. Et à partir de là, de toute façon, la lecture hypnotique va commencer et l'univers qui va se créer, l'illustrateur, ce sera votre cerveau. Alors, il y a plein de voies différentes pour entrer dans l'hypnose. On peut commencer par exemple, et c'est le début de notre histoire hypnotique, de cette vraie séance d'hypnose qu'on est en train de faire ensemble. On peut par exemple simplement imaginer qu'on tient comme ça, dans les mains, un livre. On a tous cette sensation rassurante de sentir le contact d'un livre, d'entendre les bruits des pages. Et puis quand c'est un vieux livre, il y a une odeur spéciale, tout à fait particulière qui fait voyager dans le temps, dans son enfance. Et puis, il y a aussi le charme de ce moment où, certainement, naturellement, on a tendance à rentrer en transe, car pour pouvoir vivre 1000 vies, comme le dit l'auteur, quand on lit des livres, on en vit 1000 vies, eh bien, il faut bien se mettre dans un état de transe et oublier l'extérieur. Alors, prenez le temps pour rentrer dans cette histoire hypnotique de simplement imaginer comme ça le contact d'un livre, un contact familier, rassurant, peut-être un grand livre comme celui que j'ai entre mes mains ou un livre plus petit, un livre de poche par exemple. La sensation qu'il y a à sentir son poids sur les mains, le contact par exemple du doigt, de l'ongle contre les pages, le bruissement des pages, quelque chose de très agréable, la sensation légère de vent qui vient comme ça parcourant les pages rapidement. Et puis aussi déjà cette envie de rêver, car quand on commence à entrer dans un livre, on entre en transe, on se met dans une sorte de bulle, comme cette bulle qui est en train de se créer actuellement pour vous
Et il n'y a pas d'effort à faire, juste à se laisser porter par la voix. Mais observez-le, observez-la, cette évolution des sensations de l'hypnose. Vous voyez, vous commencez déjà à rentrer un peu en vous-même. Et c'est quelque chose de très simple. On le voit parce que eh bien, votre respiration est déjà un cran plus lente, un cran plus régulière. Parce que déjà, cette évocation du livre vous a fait vous abstraire de l'extérieur, retrouver des sensations. Vous avez pris en quelque sorte un envol imaginaire sur Air Madeleine de Proust, c'est-à-dire que simplement l'évocation de quelque chose que nous avons tous vécu vous a fait voyager dans vos pensées, vous absorber dans vos pensées. Et donc la respiration est plus lente, plus régulière. Et si vous prenez le temps, par exemple, de vous centrer sur le contact de l'air contre le visage, les mains, vous verrez qu'il est devenu plus présent, plus vivant. Vous allez de l'extérieur vers l'intérieur, vous dirigez vers ce qui en vous est une intériorité, vers ce qui en vous est de plus en plus inconscient et facile, et léger et tranquille. Alors, pour accompagner ce mouvement, prenez 2 inspirations profondes, un peu comme si vous souffliez après une longue journée et que vous aviez envie de passer à autre chose. Et vous allez de plus en plus passer à cette autre chose, passer à l'hypnose, passer dans cet état de calme et de bien-être. Et comme la respiration est très, ou même tout à fait ancrée dans nos émotions, alors que vous prenez ces 2 inspirations profondes, dernier effort que je vous demanderai, alors que vos pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration, elle devient plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous pouvez aussi sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Sentir de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme. De plus en plus calme et lourd. Et vous vous souvenez de ces moments où l'esprit décroche. On est en train de lire, et puis on oublie tout d'un coup, comme ça. On oublie de lire, on oublie tout, et finalement on se retrouve peut-être dans le pays de nulle part, pour utiliser le terme anglais, le pays imaginaire. Cet endroit où on se met à rêvasser et qui se développe de plus en plus en vous. Alors c'est une progression, et qui demande simplement une sorte de dissociation. Il y a d'un côté le corps lourd, calme et lourd, puis de l'autre côté l'esprit qui est un peu plus léger, qui pense, qui retrouve des émotions mais aussi des sons, des sensations, des images. Alors, tout à l'heure, simplement, cette sensation du livre, vous pouvez aussi la retrouver comme ça dans votre imaginaire. Plus forte, plus douce, plus agréable. Imaginez donc le poids d'un livre, sa forme, son contact rassurant, le contact lisse de la couverture. Et puis aussi, imaginez par exemple que vous puissiez simplement en le touchant, eh bien, ce serait amusant si les histoires pouvaient s'imbiber en vous, en quelque sorte, remonter. Et vous n'auriez plus à lire, simplement comme dans cette lecture hypnotique, à vous laisser porter alors que vous allez de plus en plus en transe. Alors d'un côté, la pensée, de l'autre, le corps lourd et calme. Sentez cette lourdeur, le poids des bras, des jambes, du corps entier, à vrai dire. C'est pour laisser l'esprit plus léger. Alors, toujours c'est bon de décoller, de s'éloigner un peu de la réalité, ne serait-ce que comme ça au départ en imagination. Imaginez le poids du corps lourd sur un fauteuil, un canapé, un lit, peu importe. Celui-ci solidement ancré sur la ville solidement ancrée
sur la Terre solidement ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, aussi simplement que cela. Alors quand je prends entre mes mains ce livre du hobby, je voyage dans le temps. Je suis à 2 ou 3 endroits différents, un peu en transe comme vous, de plus en plus en transe, un peu rêveur. Et puis je retrouve l'enfant que j'étais qui découvrait pour la première fois ce texte, l'émerveillement, la possibilité de voyager comme ça en terre du milieu. Et puis je reste aussi bien sûr l'adulte, là présent, qui est avec vous. Alors, le fait comme ça d'aller entre ces différents états du moi, d'être à la fois enfant, adulte, rêveur, ici et là-bas, de ne plus me demander finalement ce qui est et ce qui n'est pas entre la conscience, l'inconscient, le préconscient, l'imaginaire, en cela que vraiment quand on lit ou quand on entend une histoire, on la vit. Et c'est pour ça que les contes portent en eux une sagesse qui s'infuse davantage en nous que les conseils vides de chair, vides de mythes. Alors, vous vous ancrez de plus en plus en transe, et c'est très bien. Et alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, il est temps de commencer, cette histoire hypnotique. Une fête inattendue. Au fond d'un trou vivait un hobbit. Non pas un trou immonde, sale et humide, rempli de bouts de verre et de moisissures, ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni pour se nourrir. C'était un trou de hobbit, d'où un certain confort. Comme il est facile de laisser les images revenir comme ça. Un mélange entre le souvenir des films, des livres, le souvenir de ce décor en Nouvelle-Zélande, ces collines, ce ruisseau, et toutes ces maisons, ces trous de hobbits, un peu partout, avec un charme qui fait voyager, une atmosphère de confort, de bien-être, tout à fait synchrone avec ce que vous ressentez de plus en plus, alors que vous entrez de plus en plus en transe. Et devant chacun de ces trous de hobbits, bien sûr, un jardin, une barrière, un endroit où il fait bon vivre. Sa porte, peinte en vert, était parfaitement ronde, comme un hublot, avec un étincelant bouton de cuivre jaune placé exactement au centre. Elle s'ouvrait sur un hall en forme de tube, comme un tunnel. Un tunnel très confortable et sans fumée, avec des murs recouverts de lambris, un sol carrelé garni de tapis, pourvu de chaises bien astiquées et de nombreuses patères pour accrocher chapeaux et manteaux. Ce hobby aimait la visite. Le tunnel s'enfonçait profondément, presque en ligne droite, mais pas tout à fait dans le flanc de la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait à des lieux à la ronde, et de nombreuses petites portes rondes s'ouvraient de chaque côté, une à gauche, puis l'autre à droite. Le hobbit ne montait jamais d'escalier. Chambre, salle de bain, cave, garde-manger nombreux, penderies, il y avait des pièces entières consacrées aux vêtements, cuisine, salle à manger. Tout était au même étage et le long d'un même corridor. Les plus belles pièces se trouvaient tout à gauche, en entrant, car c'étaient les seules à avoir des fenêtres rondes, dans de belles niches, qui donnaient sur son jardin et sur les prés au-delà, descendant vers la rivière. Comme cet endroit, ce foyer devient précis, si facilement, par la magie de la prose de Tolkien.
on peut la visiter. Alors, laissez votre inconscient préciser en vous ce trou de hobbit. Imaginez cette porte ronde. Frappez ou ne frappez pas à la porte, mais entrez. Voyez ce corridor et toutes ces chambres, tous ces lieux de confort. Ah, un foyer, une maison dit beaucoup de celui qui l'occupe. Dites-moi où vous habitez et je vous dirai qui vous êtes. Alors, avec tout ce confort, avec ces cuisines au pluriel, avec ces garde-manger nombreux, eh bien on devine la gourmandise. On devine aussi la douceur du foyer, la chambre, les salles de bain. Et tout à portée de main, facile. Et c'est vrai que il y a dans cette évocation, comme dans l'hypnose que vous êtes en train de vivre, une sorte de cocon qui se crée, un cocon de bien-être. On se sent protégé, on se sent en sécurité. Et j'imagine, et je pense que vous partagez cette expérience, que c'est tout à fait ainsi que se sent un hobby chez lui, et c'est tout à fait ainsi que vous vous sentez maintenant, dans le cadre de cette lecture hypnotique. Ce hobby était un hobby fort bien nanti, et il s'appelait Bessac. Les Bessac habitaient les environs de la colline de temps immémorial, et ils étaient vus comme des gens très respectables, non seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils ne partaient jamais à l'aventure et ne faisaient jamais rien d'inattendu. On savait ce qu'un Bessac dirait de telle ou telle chose sans être obligé de lui poser la question. Cette histoire raconte comment un Bessac se trouva mêlé à une aventure, à faire et à dire des choses tout à fait inattendues. Il a peut-être perdu le respect de ses voisins, mais il a gagné, enfin, vous verrez s'il a gagné quelque chose à la fin du conte. Alors oui, déjà, un début d'aventure, le suspense qui se crée. Vous la connaissez cette histoire, vous connaissez son aventure. Mais comme c'est le début et comme l'esprit suit tranquillement et mes mots et la prose de Tolkien, eh bien déjà il y a, en plus de ce confort, une impatience qui naît. La même impatience que l'on avait quand on était enfant et qu'on voulait tout simplement la suite de l'histoire. Alors oui, déjà en voyage. Et déjà vous vous retrouvez loin, dans cet endroit qu'on appelle la colline, la comté dans les films. La mère de notre hobbit, mais qu'est-ce qu'un hobbit ? Je suppose qu'il faut de nos jours en faire une description, puisqu'ils sont désormais rares et craintifs envers les grands gens, comme ils nous appellent. Ce sont, ou c'étaient, des gens de petite stature, environ la moitié de notre taille, plus petits que les nains barbus. Les hobbits, eux, n'ont pas de barbe. Ils n'ont à peu près rien de magique, sauf cette magie de tous les jours qui leur permet de disparaître rapidement et sans bruit quand de gros balourds comme vous et moi arrivent avec fracas, en faisant un bruit d'éléphant qu'ils peuvent entendre à des centaines de pieds. Alors, il y a dans Tolkien des références aux contes allemands notamment, qu'il a étudié et qu'il connaît en tant que philologue, au travers des essais qu'il a pu écrire sur les contes de fées. Et cette évocation des hobbits croise celle du petit peuple, elfes ou trolls, farfadets, que sais-je, dont la plus grande qualité est d'échapper à notre vue, de savoir se rendre invisible. Tout se croise ici. Mais là, bien sûr, c'est la réalité d'un peuple dont on sent la présence douce et rassurante. C'est aussi l'évocation d'un temps, peut-être, lointain, qui invite à une certaine forme de nostalgie. C'est peut-être aussi une critique déguisée de notre regard d'adulte et une invitation à simplement pouvoir rêver comme un enfant et à
repeupler le monde, les forêts, les champs, de créatures imaginaires, de contes, de légendes, d'imagination. Alors, c'est doux de se laisser porter aussi par ce sentiment de bien-être, de calme, l'esprit conscient qui s'endort de plus en plus, l'inconscient qui rêve de plus en plus facilement et voit se préciser en lui-même comme une réalité créée par l'inconscient, faite d'images, de sons, de sensations, d'images, mais aussi d'une atmosphère. L'atmosphère, c'est le nom qu'on donne à l'âme d'un lieu, à ce je ne sais quoi qui nous touche plus intimement et crée la vie, la réalité même de la réalité. Ils ont tendance à prendre du ventre, ils s'habillent de couleurs vives, surtout de vert et de jaune, et ne portent pas de chaussures parce qu'ils développent un cuir naturel sous la plante des pieds et une épaisse touffe de poils bruns sur le dessus, semblable à leur chevelure qui est frisée. Ils ont de longs doigts foncés et agiles, un visage souriant et un rire franc et chaleureux, surtout après le dîner, qu'ils prennent 2 fois par jour quand ils le peuvent se le permettre. Maintenant, vous en savez assez pour la suite. Comme je le disais, la mère de ce hobby, de Bilbo Bessac s'entend, n'était nulle autre que Belladonna Took, l'une des 3 remarquables filles du vieux Took, le chef des hobbits qui vivait de l'autre côté de l'eau, cette petite rivière qui coulait au pied de la colline. On disait souvent, dans les autres familles, que longtemps auparavant, un des ancêtres Took avait dû épouser une fée. C'était absurde, bien entendu, mais sans doute y avait-il encore chez eux quelque chose qui n'était pas tout à fait hobbitesque, et de temps à autre, des membres du clan Took partaient à l'aventure. Ils disparaissaient en catimini, et la famille étouffait l'affaire. Mais cela ne changeait rien au fait que les Took n'étaient pas aussi respectables que les Bessac, même s'ils étaient assurément plus riches. Alors il faut croire que je connais mal les noms de hobbits, des familles. Et peut-être, en entendant Bessac, entendez-vous à la place Packins, le nom anglais de ces familles? Took, le nom est resté, c'est le même. Alors, tout en vous, maintenant, aspire à l'aventure des mots qui vont suivre. Et si le corps est de plus en plus relaxé, calme, presque endormi, eh bien l'esprit, lui déjà, rêve merveilleusement et se laisse porter par cette rêverie. Rien n'arrête l'esprit, et vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien traverser la terre, voler au-dessus de la rivière, voler au-dessus de la colline, entrer dans chacune de ces petites maisons souterraines. Cela a du charme. Les habitats troglodytes. Qui n'a pas rêvé d'y habiter, de se sentir vraiment protégé? Car oui, c'est bien la protection qu'on recherche dans un foyer. Et quand on la ressent, cette protection, on se sent bien, tout simplement bien, et de mieux en mieux, ainsi que vous vous sentez de mieux en mieux, et de plus en plus en transe, dans un sommeil hypnotique de plus en plus doux. Ce qui ne veut pas dire que Belladonna Took ait été mêlée à des aventures après être devenue Madame Bungo Bessac. Bungo, le père de Bilbo, construisit pour sa femme, en partie avec son argent, le trou de hobbit le plus luxueux jamais vu en bas de la colline, au-delà de la colline ou de l'autre côté de l'eau, et ils y demeurèrent jusqu'à la fin de leur jour. Bilbo, leur fils unique, qui avait tout l'air d'une seconde mouture de son tranquille et inébranlable père, devait néanmoins avoir hérité d'une certaine bizarrerie du côté Took, quelque chose dans son tempérament
qui n'attendait que l'occasion de se manifester. Mais cette occasion ne se présenta jamais, et Bilbo, devenu âgé d'une 50aine d'années, habitait désormais le magnifique trou de Hobbit bâti par son père, que je viens de vous décrire, et semblait s'y être installé pour de bon. Par un curieux hasard, un matin, il y a bien longtemps, dans la quiétude du monde, alors qu'il y avait moins de bruit et plus de verdure et que les hobbits étaient encore nombreux et prospères, Bilbo Bessac se tenait debout à sa porte après le petit déjeuner, en train de fumer une longue pipe en bois dont l'énorme fourneau touchait presque ses orteils, soigneusement brossés, quand Gandalf apparut. Gandalf le gris. Avec lui, c'est la magie qui commence à apparaître. C'est là aussi qu'on réalise la petitesse, ou plutôt la petite taille des demi-hommes, des hobbits. Cet homme grand, pas vraiment un homme, plus qu'un magicien, Gandalf. Gandalf! Si vous aviez entendu ne serait-ce que le quart de ce que j'ai entendu dire à son sujet, et je n'ai entendu qu'une très petite partie de ce qu'il y a à entendre, vous vous diriez que quelque chose de remarquable était sur le point d'arriver. Les histoires et les aventures surgissaient partout où il allait, d'une manière tout à fait extraordinaire. Et il n'était pas passé sous la colline depuis des lustres, pas depuis la mort de son ami le vieux Touc en fait, et le hobbit avait presque oublié à quoi il ressemblait. Ces affaires l'avaient retenu par-delà la colline et de l'autre côté de l'eau depuis qu'ils étaient de tout petits hobbits et de toutes petites hobbits. Bilbo, qui ne se méfiait pas, ne vit ce matin-là qu'un vieillard avec un bâton. Il portait un grand chapeau bleu et pointu, une longue cape grise et une écharpe d'argent surmontée d'une barbe blanche qui descendait jusque sous la ceinture, ainsi que d'énormes bottes noires. « Bonne journée !» dit Bilbo, et il le pensait. Le soleil brillait, l'herbe était très verte. Un très beau temps, n'est-ce pas, pour votre rêverie hypnotique. Et le temps qu'il faut certainement à cet endroit charmant, pour que la lumière éclaire bien tout. Il faut aussi peut-être qu'un petit vent frais se lève, pour qu'il apporte l'aventure et le reste de l'histoire. Mais Gandalf le regarda sous de longs sourcils broussailleux qui dépassaient en bordure de son large chapeau. « Que voulez-vous dire ?» répondit-il. « Me souhaitez-vous une bonne journée, ou êtes-vous en train de dire que c'est une bonne journée, que je le veuille ou non, que vous êtes en bonne forme aujourd'hui, ou que c'est une journée où l'on doit être bon ?» Alors, ça fait partie du charme des textes anglais. Le nonsense, le non-sens, l'absurde, la confusion aussi que cela crée. Et c'est le bon moment pour lâcher prise davantage et rentrer encore un peu plus loin dans la transe hypnotique. Tout cela en même temps, dit Bilbo, et c'est une bien belle journée pour fumer une pipe en plein air, qui plus est. Si vous en avez une, asseyez-vous et prenez-en un peu de mon tabac. Rien ne presse, nous avons toute la journée devant nous. Bilbo s'assit donc sur un banc près de sa porte, croisa les jambes et produisit un beau rond de fumée grise qui monta dans l'air sans se dissiper et alla flotter au-dessus de la colline. « Très, très joli, » dit Gandalf. « Mais je n'ai pas le temps pour les ronds de fumée ce matin. Je cherche quelqu'un qui participerait à une aventure que j'organise en ce moment, et j'ai peine à trouver un volontaire. » Pas étonnant dans ce voisinage. Nous sommes des gens simples et tranquilles, et les aventures ne nous intéressent pas. Quel tracas, quel inconfort, quelle horreur. De quoi vous mettre en retard pour le dîner. Je ne vois pas ce qu'elles sont d'attirant, dit notre monsieur Bessac, glissant un pouce derrière ses bretelles. Et il lança un nouveau rond de fumée, encore plus grand que l'autre. Puis il sortit son courrier du matin et se mit à lire, faisant mine de ne plus se préoccuper du vieillard. Décidément, celui-ci ne lui plaisait pas trop, et il voulait qu'il disparaisse. Mais le vieillard ne bougeait pas. Appuyé sur son bâton, il se contenta de fixer Bilbo sans rien dire,
jusqu'à ce que Bilbo soit tout à fait mal à l'aise, et même un peu fâché. « Bonne journée, dit-il enfin. Nous ne voulons pas d'aventure par ici, merci bien. Vous pourriez essayer par-delà la colline ou de l'autre côté de l'eau. » Ce qui voulait dire que la conversation était terminée. « Encore ce bonne journée ?» fit Gandalf. « Maintenant vous dites que vous voulez vous débarrasser de moi et que ce ne sera pas une bonne journée avant que je m'en aille. »« Pas du tout, cher monsieur. Voyons, je ne pense pas connaître votre nom. »« Si, cher monsieur, je connais le vôtre, monsieur Bilbo Bessac. Et vous connaissez le mien, même si vous ne vous en souvenez plus. Je suis Gandalf, et Gandalf est mon nom. Jamais je n'aurais cru qu'un bon jour, un beau jour, le fils de Belladonna Took m'enverrait promener comme si je vendais des boutons à sa porte. Gandalf, bon sang de bonsoir. Pas le magicien errant qui a offert au vieux Took une paire de boutons magiques en diamant qui s'attachait tout seul et ne se défaisait que sur commande. Pas celui qui, lors des fêtes, racontait des histoires si fantastiques avec des dragons, des gobelins et des géants, des princesses délivrées et des fils de veuves choyés par le sort. Pas l'homme qui faisait des feux d'artifice tout particulièrement excellents. Oh, comme je m'en souviens. Le vieux Took en organisait toujours à la veille de la mi-été splendide. Il montait comme de grands lys, des gueules de loup et des scies de feu et restait suspendu dans le crépuscule durant toute la soirée. Vous aurez déjà remarqué que M. Bessac n'était pas aussi terre-à-terre qu'il se plaisait à le croire, et qu'il aimait beaucoup les fleurs. Ça, par exemple, poursuivit-il, pas le Gandalf qui poussa tant de garçons et de filles sans histoire vers l'inconnu dans de folles aventures. Ce pouvait être grimper aux arbres, ou même rendre visite à des elfes, ou partir en mer sur des navires vers d'autres rivages. Ma foi, la vie était je veux dire, vous avez causé beaucoup de dérangements par ici, à une certaine époque. Je vous demande pardon, mais j'ignorais que vous étiez toujours parmi nous. Où voulez-vous que j'aille ? Dit le magicien. Tout de même, je suis content de voir que vous ne m'avez pas oublié. Du moins, vous semblez garder un bon souvenir de mes feux d'artifice. C'est un bon début. Et par égard pour votre vieux grand-père Took, et pour cette pauvre Belladonna, je vais vous donner ce que vous m'avez demandé. Pardon, mais je ne vous ai rien demandé. Oh, mais si, cela fait 2 fois. Bon, pardon, je vous l'accorde. En fait, j'irai jusqu'à vous envoyer dans cette aventure. Très amusant pour moi, très bon pour vous, et très lucratif aussi, à n'en pas douter, si jamais vous vous en tirez. Désolé, je ne veux pas d'aventure, merci bien. Pas aujourd'hui. Bonne journée. Mais revenez donc prendre le thé, quand vous voudrez. Pourquoi pas demain ? Revenez demain. Au revoir. Sur ce, le hobbit tourna les talons et s'engouffra derrière sa porte ronde et verte, qu'il renferma aussi vite qu'il le pouvait sans avoir l'air malpoli. Après tout, les magiciens sont des magiciens. Tant de choses à imaginer, tant de choses à vivre. Peut-être pouvez-vous laisser votre inconscient vous faire revivre, vivre ces feux d'artifice merveilleux, légèrement pimentés de magie, ces dragons de lumière qui crachaient du feu dans le ciel. Et imaginez toute la magie dont est capable Gandalf, ces petits boutons en diamant qui se referment tout seuls. Et puis aussi cette aura, cet esprit d'aventure qu'il porte partout avec lui. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, compter de 1 à 5 et sortir de transe remarquablement calme et bien pour le restant de la journée. Et ce calme va s'installer de plus en plus à mesure que vous réécouterez cette séance, si possible de jour en jour, ou de soir en soir si vous voulez vous endormir. Vous allez apprendre à être calme. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rester auprès des hobbits, dans ce merveilleux pays de la colline, où au milieu coule cette rivière. Et vous pouvez profiter à la fois des joies simples d'une vie de hobbit. Un bon déjeuner,
un bon dîner, un bon souper, plusieurs goûters s'il le faut. Peut-être y trouver même, au-delà des temps, au-delà de la fiction, un petit charme anglais à tout cela, un parfum de scone, peut-être, et de confiture de fraises, et de crème aigre. Ou bien pouvez-vous profiter de la magie que porte en lui Gandalf, cette magie merveilleuse, d'autant plus merveilleuse qu'elle est peu décrite dans le livre. On la ressent, la magie, dans les livres de Tolkien, plus que l'on ne l'observe. Alors, de quoi est-il capable? Peut-il, avec sa pipe, faire des ronds de fumée incroyables qui se transforment en des créatures fantastiques? Peut-il, je ne sais pas, transformer des grenouilles en oiseaux, faire fleurir, puis fructifier un arbre mort? De quelle manière, pour vous, va-t-il enchanter davantage cet endroit de sécurité et de bien-être qu'est la comté, la colline? Alors pendant ce temps-là, bien sûr, pendant qu'en vous, cette rêverie va se prolonger par la grâce et la créativité de votre propre inconscient, alors que bientôt ma voix s'éteindra dans le silence doux du confort de votre transe de plus en plus profonde. Toute la magie, tous les pays, la géographie de Tolkien vous appartient. Alors si bien sûr à un moment vous voulez visiter, eh bien je ne sais pas, une ville peuplée par des elfes, quelque part dans une montagne ou quelque part dans une forêt, si vous voulez croiser Tom Bombadil ou je ne sais quel autre personnage, l'invitation est à la liberté de créer le rêve qu'il vous faut pour vous sentir parfaitement bien et vous endormir si vous en avez fait le choix. Qu'il est doux, qu'il est facile de se laisser porter par une voix, de se laisser porter par l'hypnose, de progresser en soi-même dans une rêverie de plus en plus détaillée, en même temps de plus en plus libre, joyeuse, proche des rêves de la nuit. Alors maintenant, il est temps que ma voix disparaisse pour que continue et prospère votre rêve jusqu'au sommeil.